bonjour à toutes et à tous. On vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui. On est assez nombreux, donc c'est très, très cool de votre part de participer à ce deuxième atelier de la FAQ du numérique qu'on co-anime avec le cowork de Rochefort Océan. Aujourd'hui, le thème, le numérique, une réponse au tourisme de demain. Et donc, on a la chance de recevoir Anne Le Gall et Gary Monginotte qui vont pouvoir nous expliquer leur sujet. Donc, d'abord, je vais passer la parole à Lolita Bolo pour qu'elle puisse nous présenter le cowork. Bonjour à tous. Je vous ai fait 3 slides, pas très très longues, pour resituer un petit peu, parce que je crois que tout le monde n'est pas du territoire, donc pour resituer un petit peu Rochefort et notamment la communauté d'agglo qui gère le coworking. Donc Rochefort, pour ceux qui connaissent, c'est l'Hermione. C'est les demoiselles de Rochefort, Octobre Rose, plus de 8000 femmes qui viennent courir, et pas que, il y a parfois quelques hommes qui s'y glissent. C'est la Corderie Royale, c'est l'Arsenal des Mers, c'est le pont Transborder. Voilà, c'est un peu tout ça pour vous situer un peu Rochefort. Alors attendez, est-ce que ça va marcher si je fais ça? Forcément, ça ne marche pas. J'ai une souris pas cool. Donc la communauté d'agglomération de Rochefort-Océan, c'est 25 communes. Donc là, je l'ai mis sur le département pour situer un petit peu où c'était. Donc en fait, c'est quand même un territoire qui est assez centralisé, puisqu'en fait, on a quasi même distance de La Rochelle, de Saintes et de Royan. Donc voilà, on est au centre et en fait, c'est une commune et un territoire qui est assez accessible, puisqu'en fait, il y a la Bise qui passe juste à côté et quand même des grands axes routiers qui permettent l'accessibilité au territoire. Et donc Rochefort aussi, c'est donc une forme dynamique autour du numérique. C'est pour ça notamment qu'on s'est rapproché du SPN pour proposer en fait des animations, des ateliers sur cette thématique-là. Sur les projets qui ont vu le jour actuellement, donc il y a le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire. Il y a eu en 2016 un espace de coworking. Donc là, je suis dans la grande salle de l'espace de coworking. Donc l'espace de coworking, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espace qui est dédié aux entrepreneurs, aux télétravailleurs, à toute personne en fait qui. Je crois que maintenant le télétravail, ça parle à tout le monde. Mais voilà, c'est vraiment un espace qui est dédié où on va proposer en fait un bureau, la Wi-Fi et un espace plus professionnel en fait qui va aussi permettre aux gens de sortir de leur domicile pour pouvoir avoir un lieu professionnel dans lequel travailler. On a aussi des bureaux en fait où on peut s'isoler pour passer un coup de téléphone ou une vidéoconférence. Et on a 2 salles de réunion qui permettent de recevoir. Là, on aurait dû être dans une salle de réunion actuellement. Alors, c'est bien parce que j'ai vu qu'il y avait plein de personnes de tout horizon. Donc, du coup, ça leur permet aussi de pouvoir bénéficier de cette animation et puis aussi de connaître et puis d'apprendre, de connaître le territoire et d'apprendre un petit peu toutes les structures qui sont liées. C'est aussi un Fab Lab qui a été ouvert en 2020. Il y a aussi 350 mètres carrés en fait d'espace avec des machines comme des imprimantes 3D. Donc le Fab Lab s'est beaucoup fait connaître en fait pendant le confinement, puisqu'en fait ils ont fabriqué des visières pour les professionnels pour leur permettre de pouvoir ouvrir et de pouvoir continuer à travailler jusqu'au moment où en fait le masque a été obligatoire et que la visière n'était plus d'actualité. Voilà, on a aussi une salle polynumérique donc qui permet en fait de connecter en fait toute personne lors d'une réunion. Alors c'est vachement bien parce qu'en fait il y a quand même 65 postes qui sont connectés et en fait quand vous appuyez sur un bouton, il y a votre tête qui apparaît tout en grand et en fait tout le monde peut prendre la parole et participer. C'est assez sympathique. Voilà. En tout cas, voilà pour les infrastructures qu'il y a sur le territoire. Il y a une réelle volonté vraiment de développer la filière sur le territoire, la filière numérique, et d'où en fait cette animation qui va en découler et tout le partenariat qu'on a engagé avec le SPN. Alors, je vais enlever ma diapo du coup. Merci Lolita. Donc ouais, de très beaux outils et on a hâte de pouvoir les découvrir en vrai et on espère en 2021 organiser des ateliers ensemble chez vous, avec grand plaisir. Je ne veux pas enlever ma diapo. Alors normalement tout le monde peut partager. Anne, je te laisse la main. Oui.
pas sûr. Il faut que je me déconnecte. Alors, attendez. Petite souris. J'y arrive. Voilà. C'est bon. Est-ce que ça a fonctionné? Oui. Super. Ah, top. Bien, bonjour à tous. Je vais laisser peut-être Anne se présenter pour démarrer. Oui, alors on est Anne Legal et Gary Bongino. On est les fondateurs d'une société qui s'appelle Diplopixel. On travaille sur des outils numériques, de la stratégie digitale, éditoriale et du positionnement pour des structures du tourisme, bien sûr, mais aussi de la culture et de l'intérêt général. Donc moi, je suis Anne et je m'occupe plus spécifiquement de toutes les problématiques en lien avec l'éditorial. Et donc moi, c'est Gary, je m'occupe plus particulièrement des dispositifs numériques. Et donc, on vous a préparé… Alors, hop. Est-ce que je peux passer ? Voilà, c'est bon. Donc, on voulait déjà remercier effectivement le SPN et puis le Cowork Rochefort-Océan de nous avoir invités pour vous parler aujourd'hui donc, de cette thématique sur le numérique, une réponse au tourisme de demain. On a articulé ce petit atelier, cette présentation sur 3 axes principaux. On va vous parler au début de l'impact, évidemment, de la crise sanitaire actuelle. On ne peut pas faire un lien vers le tourisme de demain sans parler, évidemment, de ce qui nous touche aujourd'hui. Dans une deuxième partie, on va vous parler sur quelque chose sur l'impact, en fait, tout simplement, sur vos projets et comment se saisir du numérique comme d'une opportunité. Donc, on verra ensemble un petit peu plus en détail ce qui sera plus proche de vos problématiques. Alors, attendez, je vais juste faire une petite chose pour mieux pouvoir présenter les choses. Voilà. Hop, voilà. Et puis, en troisième partie, on verra avec vous les clés, les tendances pour le tourisme de demain, selon nous. Et on finira avec un temps d'échange, de questions-réponses. Johanna, je ne sais plus si tu as précisé, mais si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des questions dans le chat. On ne va peut-être pas y répondre directement pour pouvoir avoir un fil conducteur quand même sur cette présentation, mais on va y revenir dans un deuxième temps pendant le temps d'échange à la fin. Donc, si vous voulez, vous pouvez tout à fait, pendant la discussion, enfin pendant la présentation qu'on va vous dérouler, mettre ces questions. Alors, on reviendra dessus avec plaisir dans un deuxième temps. Alors, évidemment, la crise sanitaire, c'est un accélérateur naturel pour le numérique. Et on ne peut pas parler du tourisme de demain sans parler du contexte actuel qui modifie évidemment profondément notre façon de vivre, notre façon de travailler, de se projeter et même parfois pour certaines structures de survivre. Donc, c'est vrai qu'avec le coronavirus, on traverse une période là, qui est vraiment de grands bouleversements, mais les contraintes de notre quotidien sans contact, eh bien, ça accélère véritablement le rythme d'adoption des nouveaux usages numériques. Alors, on va regarder la grande image. D'abord pour tous, c'est l'adoption accélérée de la visioconférence. C'est un outil numérique. Je pense que là, peut-être, aujourd'hui, vous êtes tous habitués d'utiliser des outils de visioconférence, mais je pense que par contre, vous les utilisez beaucoup plus fréquemment, vous les utilisez différemment dans le cadre de votre profession. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que ces outils ont été adoptés par des personnes très différentes. Je pense notamment à nos parents, nos grands-parents, des personnes plus âgées qui n'avaient pas l'habitude de ces outils-là, se sont, par la force des choses, un peu emparés pour garder le contact. Donc, effectivement, on voit qu'à l'échelle vraiment d'une population, on a été obligé de s'adapter à ce point-là. Pour les pros, ça a été la nécessaire adaptation avec la vente en ligne et le click and collect. Donc là, on pense ici évidemment au commerce, aux artisans, aux restaurateurs, qui ont dû s'adapter, trouver des solutions pour survivre, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu de belles initiatives populaires ou de collectivités d'ailleurs, ou de territoires qui ont mis en place des sites de click and collect. Et donc, le numérique
a permis de réagir finalement assez rapidement à une situation donnée. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de continuer de voir aussi que le numérique il peut participer à des élans de solidarité et à faciliter les échanges et les solutions pour mettre en place des idées. Donc ça, c'est un point intéressant à garder en tête aussi sur le numérique. Et puis, pour les lieux qui accueillent du public, pour les destinations, ça a été un peu plus compliqué. Il faut trouver des bonnes idées, mais il y a eu une présence renforcée, évidemment, sur le numérique, sur les sites Internet, sur les réseaux sociaux. On a vu différentes initiatives, et notamment, par exemple, si on pense à certains musées comme le Louvre, qui ont mis en place des visites virtuelles pour nous permettre quand même de profiter des collections, nous permettre de nous évader un peu, de penser à autre chose. Je pense qu'on en avait tous besoin et qu'on en a tous besoin aussi dans des périodes comme ça. Donc, voilà, là, on voulait vous présenter ça, parce que c'était important simplement pour le cadre, le contexte. L'idée, c'est qu'on va creuser un peu plus maintenant sur ce qui nous intéresse, sur le secteur plus touristique, avec quelques initiatives dans ce contexte de la crise sanitaire. Parce que ce qui est intéressant, c'est que là, on vous a préparé quelques exemples qui nous ont paru marquants souvent, qui sont souvent des outils à la pointe de l'innovation, qui paraissaient avant la crise peut-être des dispositifs un peu délirants, un peu exubérants, peut-être démesurés, mais qui du coup, avec le contexte actuel, ont eu un vrai coup de boost. Donc c'est une sorte de photographie vraiment à l'instant T de certaines innovations qu'on a pu voir émerger, qu'on a pu voir mettre un peu plus en avant dans la crise actuelle, mais qui seront peut-être potentiellement des pistes et des tendances pour demain. Donc, on va parler de quelques initiatives. La première, c'est Walao, qui est finalement, c'est pour se téléporter aux quatre coins du monde. Cette initiative-là, c'est très simple, c'est un robot. On l'installe un peu partout dans le monde et on vous permet de chez vous de prendre le contrôle de ce robot. Il a évidemment caméra, il a de quoi écouter, il a de quoi vous montrer à 360 degrés évidemment le monde. Et vous prenez le contrôle de ce robot-là et vous allez pouvoir visiter un lieu de cette manière-là. Donc, une première initiative. On avait mis un exemple de vidéo, mais je vois que le temps va passer assez vite, donc je vais peut-être vous montrer les choses qui sont plus parlantes. Je pense que là, vous avez bien compris le principe. Alors, on vous met 10 secondes juste. Allez, on met juste 10 secondes pour que ce soit clair. Vous allez voir, non ? Voilà, je pense que vous avez bien compris le principe. C'est des choses que vous aviez peut-être déjà vues. Hop là, merci. Deuxième initiative dont on voulait vous parler, c'est la plateforme Opin, qui est une plateforme pour se retrouver virtuellement dans des endroits réels. Alors, c'est un peu étonnant, c'est un mix entre Google Street View et la dimension sociale qu'on pourrait retrouver dans un jeu comme Fortnite, si vous connaissez, ou un autre jeu vidéo qui s'appelle Second Life, pour ceux qui ont connu il y a quelques années, qui était vraiment un monde virtuel dans lequel on pouvait se retrouver avec des avatars et faire, comme son nom l'indique, avoir une deuxième vie, faire des choses des fois pas toujours recommandées, et ainsi de suite. Donc, c'est un outil qui est basé un petit peu sur ce principe-là. Je vous mets un petit bout de vidéo pour vous rendre compte. Vous pouvez inviter des amis au fur et à mesure de vos visites. Alors bon, la plateforme se vante de vous faire vivre les émotions comme si vous y étiez. Bon, je vous laisse libre de juger si c'est possible ou non, mais
En tout cas, vous comprenez le principe de cette plateforme. Bon, il y a quelque chose d'intéressant dans l'idée, en tout cas, et dans les concepts. Autre initiative, l'initiative d'Helsinki, de la ville d'Helsinki, avec son projet Virtual Helsinki. C'est un projet qui est en cours de construction. Là, on est là aussi dans un monde virtuel. L'idée, c'est de effectivement recréer la ville d'Helsinki de toutes pièces dans un monde virtuel. Mais là, contrairement à ce qu'on a vu avant, où on était dans un monde réel, vidéo, ou alors un jeu plus type, enfin quelque chose, une représentation plus type jeu vidéo, là on est dans quelque chose où on essaie avec les moteurs 3D, la reconstitution 3D, d'avoir quelque chose de très précis et réel. Et donc l'idée, c'est simplement de vous emmener dans la ville à distance et que vous puissiez vous balader, rencontrer du monde, mais aussi rentrer dans les magasins, potentiellement acheter des produits sur place et ainsi de suite. Donc il y a une vraie ambition de la ville de pouvoir vous permettre de venir ou de revenir dans la ville autant que vous le souhaitez et de ramener à nouveau les petites friandises que vous aviez aimées sur place ou tel ou tel artiste que vous aviez adoré et ainsi de suite. Donc, c'est une démarche aussi extrêmement intéressante. Ce n'est pas la seule, hein, ce n'est pas une initiative isolée. Il y a plusieurs projets comme ça de villes qui sont en construction entièrement 3D. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, on est sur ce sont des budgets colossaux. C'est des équipes d'artistes 3D qui travaillent à temps plein sur ça. C'est vraiment énorme comme travail, mais c'est intéressant de savoir que ce type de projet existe. Autre projet qui nous paraît aussi intéressant. Et alors, si vous n'avez jamais croisé le chemin de la communication des îles Faroé, je vous invite vraiment à vous amuser, à aller voir ce qu'ils ont pu faire même dans le passé. Ils travaillent vraiment super bien, c'est toujours très décalé, beaucoup d'humour et ils ont des très bonnes idées. Et là, ils ont sorti un projet absolument génial, enfin, nous qui nous a paru assez rigolo et décalé, et je pense qu'ils ont réussi leur coup. C'est un jeu vidéo grandeur nature pour prendre le contrôle d'un habitant. Donc, vous avez bien compris, on va prendre le contrôle d'un habitant. Je pense que le mieux, c'est que je vous mette la vidéo, vous allez comprendre tout de suite. C'est en anglais, je m'excuse par avance, mais je pense que les images sont parlantes d'elles-mêmes si jamais c'est difficile à comprendre. My name is Guri Højgaard and I'm the director at Visit Faroe Islands. A few weeks ago, we had to ask tourists to not visit our 18 small islands because of the coronavirus. This was a difficult but necessary decision. Thank you all for understanding. Now that we don't have any tourists in the Faroe Islands, we have a lot of extra time on our hands. So we thought that we would give those of you who couldn't visit as planned and everyone else a chance to visit the Faroe Islands through us. We will be fitted with a camera and give everyone access to control us using their mobile phone. When you press forward, we move forward. When you press left, we turn left. And when you press jump, well, we jump. Each trip will begin in a new location. And as a virtual tourist, you can ride, sail, and even control a helicopter. So you can literally sit at home and control a helicopter in the Faroe Islands. Where we end up is up to you, as long as you keep us out of harm's way. You can take a free virtual trip at visitfaroeislands.com or follow our adventures on Facebook and Instagram Live. In the meantime, we look forward to welcoming you back to the Faroe Islands. Voilà, je pense que vous avez compris, c'est absolument génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'idée est merveilleuse. Le fait d'avoir l'ambition d'aller jusqu'au bout de cette idée-là, c'est merveilleux aussi. Alors évidemment, c'est ambitieux, mais vous avez vu rien que cette petite présentation de l'outil et de l'idée. On voit des images merveilleuses des îles. Je pense que ça donne extrêmement envie de le rejoindre et ça leur permet d'avoir une communication extrêmement efficace. Donc c'est intéressant. Ce qui est intéressant à retenir, c'est la notion d'idée, de quelque chose de décalé et aussi d'essayer des fois d'aller au bout de nos idées aussi. C'est quelque chose d'intéressant aussi à ce niveau-là. Et puis, dernière...
Voilà, dernière initiative dont on voulait vous parler rapidement, c'est le Grand Blocos, qui est une visite virtuelle guidée et interactive. Alors ça, vous avez peut-être déjà aussi croisé ce type de dispositif numérique. Ce qui est intéressant dans celui-là, ce qui nous a parlé à nous, c'est la dimension humaine, la dimension de la relation avec un guide qui fait partie du dispositif. C'est vrai que souvent, dans certains dispositifs innovants et très technologiques, c'est cette notion de rapport à l'humain, à l'autre, l'empathie qu'on peut apporter à nos visites grâce à ça, il manque un peu et là, c'est réussi. Je vous mets aussi quelques secondes de vidéo pour que vous puissiez voir. Bonjour et bienvenue à cette visite virtuelle. Voilà, je pense que vous comprenez le principe. Et donc, effectivement, c'est assez intéressant d'avoir vraiment... hop là, c'est intéressant d'avoir vraiment conçu et pensé ça avec cette idée d'avoir effectivement un guide qui nous accompagne en permanence. Donc là, on a vu voilà, des projets très ambitieux qui auront peut-être plus de poids demain parce qu'effectivement, ils auraient eu un coup de projecteur aujourd'hui. Mais évidemment, on est sur des budgets extrêmement importants. On est sur des projets très ambitieux et qui ne seront peut-être évidemment pas en phase ni avec vos besoins, ni avec vos budgets. Hein. Mais ce qu'on voulait vous montrer à travers ça aujourd'hui, c'est qu'avec un peu de créativité, beaucoup de créativité, une vraie intention éditoriale et une stratégie adaptée, il est vraiment possible d'exploiter le numérique pour se démarquer et sans jouer la carte de l'innovation à tout prix et sans forcément avoir des budgets colossaux adossés à ça. Donc, ça, c'est intéressant de garder ça en tête. C'est vraiment pour nous quelque chose de central. Et pour rejoindre cette idée-là, on a une autre initiative qu'on voulait vous partager, qui était une initiative du musée ROPS à Namur en Belgique pendant le premier confinement. Ils avaient une compagnie de théâtre qui devait intervenir dans le musée au mois de mars. Évidemment, avec le confinement, ils n'ont pas pu le faire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un bon exemple de comment ils ont rebondi avec une bonne idée. Ils se sont simplement dit, OK, on va réfléchir ensemble, le musée, la compagnie de théâtre, à ce qu'on pourrait proposer. Et ils sont sortis avec quelque chose de très simple, qui est une simple visite guidée en visioconférence via Zoom, mais avec quelque chose de complètement farfelu, décalé, vraiment sur l'humour, avec cette compagnie de théâtre qui avait créé un personnage vraiment farfelu et qui nous montrait certaines pièces de la collection du musée. Très sincèrement, pour y avoir participé, c'était très, très réussi. Et c'est un très bon exemple de quand on a un très beau contenu, quand on a des bonnes idées, eh bien, on peut être capable de réagir et de faire des choses intéressantes grâce à des outils finalement numériques très simples ou très grand public. Donc ça, c'est intéressant de voir ces éléments-là. Donc voilà, on vient de parler un petit peu de l'impact de la crise sanitaire actuelle. Et maintenant, Anne va s'attacher à regarder un peu plus l'impact sur... On revient à quelque chose qui nous concerne un peu plus, nos projets, vos projets, et comment on peut se saisir vraiment du numérique plus comme d'une opportunité. Donc je pense que vous comme moi et nous, on se fait tous une opinion des initiatives numériques que Gary vient de présenter. Comme il le disait, il y en a certaines qui peuvent paraître complètement démesurées, mégalo, même pas souhaitables dans le tourisme tel qu'on l'imagine demain. Mais quand on parle de numérique et de dispositifs digitaux, ce qui est certain, c'est qu'il faut toujours se poser la question du contexte. Il y a certains projets qui vont avoir du sens dans un certain contexte, ils vont être complètement décalés ou inappropriés dans un autre. C'est la raison pour laquelle on voulait, là, tout de suite, un petit peu rapidement, rappeler quelques fondamentaux. Parce que quand on parle de numérique et d'innovation, on a un peu tendance à redevenir un peu tous des enfants, on a un peu des paillettes dans les yeux, et on peut avoir tendance à oublier de se poser un peu la seule question qui compte, c'est pourquoi ?
Est-ce que ce dispositif numérique, j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça fait sens avec qui je suis? Sans contenu, à notre sens, sans stratégie, un outil numérique, c'est vraiment qu'une coquille vide et il est voué à l'échec s'il n'y a pas de contenu et pas de stratégie. Un outil numérique, c'est vraiment bien qu'un outil. C'est un outil qui va être au service d'une vision, d'une stratégie, et c'est ce que je vais vous détailler dans les slides à venir. Je suis bloquée. Voilà. Donc là, la toute première question à se poser avant toute chose, avant de commencer à penser à votre stratégie digitale, avant même de penser à votre stratégie tout court, c'est qui êtes-vous? En se posant cette question et en répondant à cette question, c'est comme ça qu'on va construire sa marque. Donc, on est bien d'accord que quand je parle de marque, quelle que soit la taille de votre structure, que vous soyez un petit camping familial, que vous soyez un office du tourisme, que vous soyez un restaurant étoilé, que vous proposiez des stages sportifs de char à voile, vous êtes tous une marque. Donc, il est vraiment important de se reposer toutes ces questions parce que c'est les réponses à ces questions qui vont vraiment guider votre stratégie et l'emploi que vous allez faire du numérique. Ça va guider ce que vous allez poster sur les réseaux sociaux, ça va guider la façon dont vous allez parler de vous sur votre site web, sur même les plateformes de réservation, comment vous interagissez en ligne avec vos prospects et vos clients. Donc tout d'abord, la première question, c'est pourquoi? Ce pourquoi, c'est votre raison d'être, pourquoi vous existez, pourquoi vous avez décidé de vous lancer. Et ce pourquoi, ensuite, en deuxième niveau, comment est-ce qu'il se manifeste? Là, on arrive vraiment dans le cœur de vos valeurs, vos facteurs différenciants, c'est vraiment ce qui va vous distinguer d'autres structures similaires. Ces questions, elles vont permettre d'asseoir votre positionnement, de définir votre identité. Et enfin, en troisième niveau, quelle est votre offre? Quelle est votre promesse ou vos promesses? Ici, l'idée, c'est bien d'identifier vos services, les services que vous proposez, et surtout, comment dans ces services, vous y intégrez votre raison d'être, vos valeurs, vos facteurs différenciants, et ainsi quels bénéfices vous allez pouvoir donner à votre ou vos publics. En faisant tout ce travail, en première étape, vous allez vraiment disposer d'un socle solide à partir duquel ensuite vous allez pouvoir construire votre stratégie. Donc là, on est sur un deuxième schéma qui va peut-être vous paraître complètement évident, mais on pense qu'il est quand même toujours utile de l'avoir à l'esprit parce qu'on se rend compte qu'il y a souvent des étapes qui sont sautées dans le cadre du développement de projets numériques et dans les stratégies de communication. Et c'est vraiment en suivant pas à pas toutes ces étapes qu'on va assurer la réussite d'un projet. Un outil numérique, il s'inscrit dans une stratégie globale de communication. Et comme vous pouvez le voir là sur ce schéma, le choix de l'outil, il ne vient qu'en quatrième étape. Il faut vraiment faire les 3 premières étapes avant de choisir l'outil. Sinon, on risque quand même un peu de rater le coche. Donc, en première étape, il faut d'abord identifier vos cibles. Est-ce qu'il s'agit de seniors, de familles, de jeunes, de professionnels? Peut-être que vous vous dites que vous voulez toucher tout le monde. Et pourquoi pas? Peut-être que vous proposez un service qui est destiné à toucher tout le monde. Mais en touchant, on a un peu coutume de dire qu'en voulant toucher tout le monde, on ne touche personne. Si vous voulez toucher tout le monde, il faut quand même avoir cette stratégie de dire ok, mes cibles, c'est un tel, et vraiment développer après une stratégie, des outils, des canaux de diffusion qui sont dédiés et des messages qui sont vraiment dédiés à chacun. La seconde étape, c'est de définir vos objectifs. Est-ce que vous êtes dans une démarche de conquête de nos clients, de fidélisation de vos clients actuels? Est-ce que vous les poussez à acheter des services? Donc, une fois de plus, vous pouvez vraisemblablement pas répondre à tous ces objectifs avec un seul message et un seul outil. Troisième étape essentielle, celle du message. Celui-ci, une fois de plus, il doit être adapté en fonction de vos cibles, en fonction de vos objectifs. Et donc, en quatrième étape, maintenant, on arrive enfin au choix de l'outil. Il peut s'agir d'un outil numérique, mais aussi, évidemment, pourquoi pas, ça peut être une brochure, ça peut être de l'affichage publicitaire. Donc, l'outil numérique n'est pas une fin en soi. Il y a aussi d'autres canaux.
On a ajouté une 5e colonne sur la diffusion. C'est vraiment très, très, très important. On se rend compte encore aujourd'hui dans les appels d'offres et dans les échanges qu'on peut avoir avec des prospects clients ou privés. C'est une étape qui est souvent un petit peu négligée. On va mobiliser des budgets pour développer une stratégie, un outil numérique, du contenu éventuellement. Mais on ne pense pas à sa diffusion. Donc, on arrive à des situations où il y a de très beaux outils qui sont développés, mais qui ne trouvent pas leur public parce qu'on n'a pas réfléchi à la façon de toucher ce public avec ces outils-là, à aller chercher le public où il est. Autre écueil aussi, et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que l'outil vient qu'en 4e étape. Il y a quelques années, il y a eu une grosse vague où tous les offices du tourisme voulaient faire une application. Il fallait une application, parce que c'était dans l'air du temps d'avoir une application. Il y en a beaucoup qui en sont revenus, parce qu'ils ont sorti des applications qui ont eu beaucoup de mal à trouver leur public. Pourquoi ils ont eu du mal à trouver leur public? Alors, ce n'est pas les mêmes raisons pour toutes les structures, mais il y a quand même une tendance générale qu'on a vue. C'est souvent que les 4 autres étapes, en dehors de l'outil, elles avaient été négligées. On avait dit on veut une application mobile, mais on n'avait pas réfléchi au fait que la cible de l'Office du tourisme, ses publics, n'étaient pas du tout des cibles qui utilisaient des applications mobiles. En termes d'objectifs, ce n'était pas adapté, donc ça ne répondait pas à un besoin. En termes de messages, souvent, les applications mobiles, il y a quelques années, elles étaient alimentées à partir d'un copier-coller d'un site web. Donc, on avait des contenus qui n'étaient pas du tout adaptés à ce qu'allaient attendre les publics au moment où ils consultaient l'application. Et de même, on retrouve cet écueil sur la diffusion. Il n'y avait pas forcément, on se disait, OK, il y a une application, c'est génial, tout le monde va la télécharger. Et ben non, si on ne réfléchit pas à sa diffusion, ce n'est pas automatique. Je voudrais un petit peu approfondir le sujet du message, qui correspond à la 3e colonne du schéma. Donc, de façon symbolique, c'est au milieu du schéma, et je pense que c'est pas juste symbolique, ça doit vraiment être au cœur. Et ça illustre bien la place que tient l'éditorial à notre sens dans toute prise de parole numérique. Je vous parlais il y a un instant de votre raison d'être, de vos facteurs différenciants. Clairement, l'éditorial c'en est un. La façon dont vous parlez de vous, les sujets que vous abordez, ils participent très très fortement à vous distinguer. Je vais prendre 3 exemples. Le premier, c'est celui d'Indie Guide. C'est une série de city guides qu'on a développée avec notre structure Diplopixel, qui n'existe plus aujourd'hui. Elle était disponible sous forme d'application, centrée sur les lieux culturels et alternatifs des villes, et l'application était disponible dans une 20aine de villes dans le monde. Dès le lancement de la série, en 2015, on avait fait un choix très fort de créer une série pour une niche. On n'a pas cherché à recréer Lonely Planet, on n'a pas cherché à refaire le guide du routard. L'idée, c'était vraiment de créer des guides pour une cible jeune qui s'intéresse à la culture, aux sorties, la vie nocturne, et surtout qui avait envie un peu de sortir des sentiers battus, qui cherchaient justement autre chose que Lonely Planet ou le guide du routard. Si je prends un exemple, dans Indie Guide Paris, par exemple, on ne cite pas la Tour Eiffel, on ne cite pas le Louvre, on ne cite pas les principaux musées, mais on cite plein de petites galeries d'art, des petits cafés-concerts qui sont installés dans des caves, des squats même. Donc, c'est vraiment un positionnement très fort et une ligne éditoriale très forte, qui était quelque chose qui se voyait très peu à l'époque. Une illustration de ce positionnement fort, la série s'appelait Indie Guide. Je pense que pour le grand public, Indie, ça va plutôt rappeler un peu l'Inde, donc ça amène sur une fausse voie. Mais pour le public cible d'Indie Guide, Indie, ça ramène vraiment dans l'univers des musiques indées. Donc il y a vraiment un effet d'appartenance dans la série qui était très très forte, et c'est ça qui a fait son succès, puisqu'elle a eu beaucoup de succès. Les guides, ils ont été téléchargés plus de 100 000 fois. Je pense que ce qui a fait son succès aussi, c'est qu'il y avait justement cette ligne éditoriale qui était très forte sur tous nos supports numériques et nos contenus, à la fois au sein de l'appli, mais sur notre magazine en ligne, sur nos réseaux sociaux et dans les playlists musicales qu'on pouvait publier sur SoundCloud. Autre exemple, là on est sur le site de Chiloé. Je ne sais pas si vous connaissez Chiloé, c'est un des spécialistes français de ce qu'on appelle la micro-aventure. La micro-aventure, c'est quoi? C'est l'idée qu'on peut vivre des aventures, des expériences qui vont nous bouleverser sans partir à l'autre bout du monde, mais à 2 pas de chez soi.
Je ne sais pas si vous voyez très bien le texte, mais si vous pouvez lire le texte sur les images, vous pouvez voir qu'ils ont développé un ton qui est très fort et qui est leur propre. C'est une démarche qui est délibérée et qui est pensée. Quand ils ont créé leur activité, ils ont pris le temps de définir leur identité, de réfléchir à leur ton. Pour illustrer ça, je vais vous lire la page qu'ils ont rédigée à ce sujet pour définir leur ton. Alors, notre ton, notre manière d'écrire et de s'exprimer est essentielle. C'est notre marque de fabrique avant tout élément visuel. C'est ce qui nous différencie de tous les autres acteurs de l'outdoor. Alors après, ils ont fait 3 bullet points pour expliquer comment ils définissent leur ton, et c'est la ligne de conduite qu'ils suivent quand ils rédigent leur contenu. Donc le premier, c'est sérieux, sans se prendre au sérieux. Le deuxième, c'est transmettre, donner tellement envie. Et le troisième, c'est culturellement entre Jean-Claude Duss des Bronzés Fonds du Ski et Mike Horn. Donc, bon, je pense que vous pouvez le voir. Et voilà, ils osent quand même, ils osent les jeux de mots, ils utilisent des références de la pop culture, de la culture populaire. Et c'est vraiment ce qui fait leur force. Et c'est ce qui leur permet de toucher aussi une cible plus jeune, plus urbaine, qui ne s'intéressait pas forcément aux activités outdoor. Et c'est ce qui fait que même s'ils sont des nouveaux acteurs sur le secteur de l'outdoor, eh ben, ils vont passer devant plein d'acteurs de l'outdoor parce qu'ils ont ce positionnement qui vont parler à ces cibles-là. Le troisième exemple, c'est celui de Châtel, et qui est une station de ski qui est installée dans les Alpes, en Haute-Savoie. Alors, c'est un peu fouillis. En fait, on a collé plusieurs copies d'écran de leur dernière brochure touristique. Là où on veut attirer votre attention, c'est sur les titres. Et comme vous pouvez le voir, dans les titres, ils ont fait un choix éditorial qui est très fort. Tous leurs titres, donc là, il n'y en a que 4, mais dans leur brochure, il doit y avoir une vingtaine de titres. Et tous les titres des différentes sections de leur brochure, ils sont inspirés de titres de films de James Bond. Donc, pourquoi ils ont fait ça? A priori, ils veulent se servir de ce clin d'œil pour valoriser leurs points forts. En utilisant cet univers de James Bond, ça leur permet de mettre en avant qu'à Châtel, on vit des expériences d'exception, on vit des sensations fortes comme James Bond, on vit de l'action. Et puis, certainement aussi un peu comme le fait Chiloé, en se permettant comme ça de faire des petits jeux de mots à partir des films de James Bond. C'est aussi une façon de dire, même si on vit des expériences exceptionnelles, ici, on ne se prend pas pour n'importe qui, on ne se prend pas au sérieux, et vous verrez, l'ambiance, elle est sympa. On est dans une station sympa. Alors, oui, alors on vient de voir ensemble bien l'importance de définir et d'en avoir en tête qui on est, comment on structure notre communication et nos actions de communication. Pourquoi tout ça, à notre sens, c'est important et que ça le devient encore plus aujourd'hui dans le COSEC qu'on connaît, parce que les structures qui sont engagées dans ces démarches-là, elles ont aujourd'hui la méthodologie et les outils pour pouvoir déployer leur stratégie. Donc ça, c'est le niveau de base, ça c'est évident. Mais elles ont déjà un avantage sur celles qui n'ont pas fait cette démarche, mais elles ont aussi les clés et l'organisation en interne qui fait qu'aujourd'hui, elles peuvent s'adapter et réagir plus vite dans un contexte de crise parce qu'elles sont déjà habituées à se poser ces questions, à mettre en marche toutes ces mécaniques. Elles vont être plus réactives et agiles. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de se mettre dans ces démarches-là parce que c'est vraiment un cercle vertueux. Quand on commence à se mettre dans ces démarches, et bien, après, quand on arrive dans un contexte de crise comme aujourd'hui, ben, on est prêt, on est paré et on a tous les outils pour pouvoir réagir. Pour rebondir un peu sur cette capacité d'adaptation et de réaction, on vous a fait une petite sélection de quelques copies d'écran de sites d'Office du tourisme. On s'est dit que ça pouvait être intéressant parce que le site internet, c'est un incontournable, souvent pour tout acteur touristique, quelle que soit sa taille. Donc, ça nous paraissait intéressant de voir ensemble quelques exemples de bonnes pratiques et se poser des questions en regardant ces quelques copies d'écran. Donc, tout d'abord, on a mis 3 copies d'écran de sites qui, alors à notre sens, mais ce serait à mettre en débat, ont certainement un peu raté le coche à un moment. Le premier, c'est... alors on a choisi loin de la région, parce que nous, évidemment, dans la région, on est parfait.
On s'est concentré sur la Bretagne, on s'excuse pour eux, mais ils sont, voilà, on aurait pu trouver des exemples partout. On en a vu partout en France. On en a vu partout en France. Donc là, c'est l'Office du tourisme de Guingamp, la baie de Paimpol. Cette copie d'écran, elle a été prise quelques jours après le premier déconfinement. Donc à l'époque, on est dans quel contexte? On est tous libres de se déplacer dans 100 km autour de soi. Clairement, je pense que l'Office du tourisme, il a été un peu pris de court par la situation. Ils ont été un peu paralysés. Ils n'ont pas su trop comment réagir. Et donc, voilà, dans ce contexte où on était dans le premier week-end où on pouvait aller se balader à 100 km de chez soi, il n'y avait pas d'infos sur le site de l'Office du tourisme de Guingamp. Bon, alors, c'est facile de faire des copies d'écran et de pointer le doigt comme ça. Comme je le disais, des exemples, il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'offices du tourisme qui ont eu du mal à réagir et on ne peut pas leur jeter la pierre parce que clairement, c'est un contexte très, très difficile et c'est mission impossible de s'organiser avec des informations qui changent en temps réel, devoir mobiliser tous ses partenaires dans un contexte auquel on n'est pas habitué, c'est vraiment pas évident. Deuxième exemple, c'est un site de l'Office du tourisme de la Côte de Granit Rose. On est sur une copie d'écran de la page d'accueil. Pour être tout à fait honnête, ce n'est pas le premier visuel qu'on voit quand on arrive sur la page d'accueil. C'est une image dans le carrousel, donc qui arrive après quelques secondes. Donc là, on voit bien comme aujourd'hui, ça peut être décalé d'arriver aujourd'hui sur ce site et de voir tous ces gens qui font la fête et qui sont tous collés. Voilà, c'est un peu décalé dans le contexte. Dernier exemple, c'est celui de l'Office du tourisme du Cotentin. On a choisi celui-là parce qu'on est tombé dessus, mais on en a vu plein d'autres. Ce n'est pas un cas isolé. Ce qui est difficile de savoir, c'est si c'est une démarche délibérée ou non. Ce serait intéressant d'en discuter avec eux. Ce qui est intéressant sur ce site, c'est que si vous allez sur le site en Cotentin, vous allez voir qu'on est encore dans le monde d'avant. Le site n'a pas été mis à jour depuis le début de la crise sanitaire, donc on est complètement déconnecté de la réalité actuelle. C'est très, très agréable de naviguer sur un site dans le monde d'avant. On est très, très bien dans le monde d'avant, mais en termes pratiques, ça ne répond pas du tout à des impératifs pratiques. Quelqu'un qui aurait un impératif professionnel fort qui lui dirait aller dans le Cotentin, il ne va trouver dessus aucune information pratique sur les hôtels qui vont pouvoir l'accueillir, les restaurants qui vont proposer de la vente à emporter. Donc, il y a quand même un aspect décalé, mais qui est peut-être complètement délibéré. Donc là, maintenant, on a listé 5 bonnes pratiques avec des copies d'écran qui sont associées à chaque fois d'Office du tourisme. La première, c'est réagir. Il faut essayer de réagir en temps réel le plus possible. C'est pas facile parce qu'il y a eu le confinement, il y a eu le déconfinement dans la zone des 100 km, il y a eu le couvre-feu dans certaines villes. Là, on est reconfiné. Demain, on va être redéconfiné. On ne sait pas encore dans quelles conditions. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est clairement pas avec une brochure qu'on va faire passer ces infos. Donc, il faut vraiment profiter de toute la réactivité que nous offre le numérique. Voilà, là, on a des petites copies d'écran de l'Office du tourisme de Saint-Malo qui, sur sa page d'accueil, valorise tout de suite les commerces qui font du click and collect et les restaurateurs qui font de la vente à emporter. Pour les restaurateurs et les commerçants, c'est évidemment très important de faire remonter ces informations aux offices du tourisme pour être visibles. Mais c'est aussi important de réfléchir à tout son écosystème digital. Il faut bien sûr aussi mettre à jour son site web, il faut mettre à jour ses infos sur sa page Facebook, il faut mettre à jour sa page Google Business. Voilà, à chaque fois que la situation change, il faut mettre à jour parce que c'est comme ça que les publics vont pouvoir trouver l'info et qu'on va pouvoir répondre à un besoin. Deuxième point, l'importance de rassurer et de mettre en confiance. Dans le contexte sanitaire actuel, c'est vraiment particulièrement important. Je pense qu'on a tous en tête ces visuels avec des panneaux attention sur les sites web, avec des choses écrites en rouge qui montrent toutes les mesures sanitaires qu'on a prises, etc. Enfin, on a envie de bien faire, de montrer qu'on a pris en compte le contexte sanitaire actuel, mais c'est souvent fait de façon un petit peu anxiogène. Donc là, on a pris l'exemple de l'Office du tourisme du Touquet Paris-Plage. Ça, c'est ce qu'ils avaient affiché sur leur site web après le premier confinement. Donc là, on peut sortir dans les 100 km, mais bon, c'est quand même la première fois qu'on sort des 100 km, donc on a besoin d'être rassuré. Ils font le job, je pense, mais ils le font de façon très rassurante. Les couleurs telles qu'elles ont été choisies, les textes, le visuel, tout ça, ça amène quand même un univers de sérénité. Et avant même de cliquer sur en savoir plus, je suis déjà quand même un peu rassurée sur le fait qu'au Touquet Paris-Plage,
a bien pris en compte le contexte et que je n'ai pas à m'en faire côté mesures sanitaires. Autre point important, évidemment, s'adapter, ça rejoint le thème de la nécessité de réagir en temps réel. Dans un contexte qui change d'un jour à l'autre, il faut évidemment pouvoir s'adapter et le faire savoir. Là, on a pris l'exemple de l'Office du tourisme de Toulouse, qui, là, c'était pendant le couvre-feu, avait relayé les initiatives de tous les hôteliers qui valorisaient le fait qu'en venant dîner et passer une nuit à l'hôtel, on n'est pas obligé de finir son dîner en amoureux à 21h, mais on peut rester dîner jusqu'à 22h30, 23h. Donc, c'était une façon d'essayer de positiver cette situation quand même très étonnante. Autre exemple, celui d'un hôtel. Donc là, on est dans la période du confinement actuel. Sur sa page d'accueil, il y a une pop-up qui arrive tout de suite pour valoriser le fait qu'on peut louer des chambres pour télétravailler dans la journée. Voilà, dans la période actuelle où les établissements hôteliers, ils ont des taux de remplissage très bas, c'est aussi une façon de trouver des nouveaux canaux de revenus. Autre point, préparer demain. Voilà. Il y a plein de choses qui sont impossibles aujourd'hui, mais elles le seront demain et il faut essayer d'anticiper ça. Là, c'est le site de l'Office du tourisme de la Vendée. C'est ce qu'ils avaient publié sur leur site. Au moment du premier déconfinement, on est dans le contexte des 100 km. Donc, toutes les personnes qui habitent au-delà de ces 100 km, mais qui avaient un lien avec la Vendée parce qu'ils ont l'habitude de venir en vacances en Vendée, ils ne pourront pas venir. Mais la Vendée a joué sur ce lien qui l'unit à ses visiteurs réguliers pour jouer la carte de la solidarité et inciter toutes ces personnes à acheter des bons d'achat solidaires pour soutenir les prestataires touristiques du département qui, évidemment, étaient en difficulté dans ce contexte de crise sanitaire. Enfin, dernier point, et c'est pas forcément le plus évident ou le plus naturel, mais même si le contexte aujourd'hui il est particulièrement difficile et morose, il est important, malgré tout, d'essayer d'avoir des stratégies pour continuer à faire rêver et à inspirer les voyageurs. Encore une petite copie d'écran de l'Office du tourisme de Saint-Malo. En page d'accueil, ils ont ajouté ce visuel, pleine page d'une belle plage avec le texte dessus. Il est toujours temps de rêver. Quand on clique dessus, on retombe sur les pages destination habituelles de Saint-Malo, mais on trouvait ça plutôt malin d'avoir ajouté cet écran qui est c'est un peu comme une façon de dire bon bah ok, là on est tous bloqués chez nous, mais il n'y a rien qui nous empêche de rêver et pourquoi pas de commencer à préparer nos prochaines vacances. Alors, pour continuer, et avant d'arriver au tourisme de demain, eh ben, il faut aussi trouver un petit peu les clés pour sortir de la crise actuelle. On a essayé de vous lister 4 clés qui, selon nous, peut aider dans le contexte. La première clé pour nous, c'est se recentrer sur sa raison d'être et sur ses valeurs. Anne en a très bien parlé tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de se reposer les questions ou de se poser les questions sur qu'est-ce qui fait notre différence, quelle est notre identité propre et comment je peux communiquer sur ces valeurs-là, sur cette identité-là et comment je peux générer de l'empathie, comment je peux séduire. Donc, c'est un point très important, déjà se recentrer sur sa raison d'être et sur ses valeurs. La deuxième clé, garder et cultiver le lien avec ses cibles. Ça aussi, c'est un point important. Le numérique, il peut aussi être un outil pour cultiver l'humain, les relations humaines. Il ne faut pas l'oublier, il faut que ce soit présent. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est tous les publics et les cibles qu'on vise qui ne peuvent pas venir dans le contexte actuel, mais qui pourront venir demain. Eh bien, il faut continuer de leur parler, il faut continuer de les faire rêver, il faut continuer à donner envie à ceux qui avaient prévu de venir. Et donc, il faut trouver les bonnes idées et trouver les moyens de garder et de cultiver ce lien avec ces cibles. Et évidemment, les outils numériques sont très adaptés pour ça. Le troisième point, développer sa présence numérique, ça paraît évident, mais évidemment, dans ce contexte, c'est encore plus fort. Il faut vraiment élargir les circuits de distribution de votre offre ou de vos offres.
Donc, est-ce que ça veut dire passer par des distributeurs spécialisés? Est-ce que ça veut dire se creuser un peu les méninges pour trouver des initiatives qui vont partager les mêmes valeurs que vous? Est-ce qu'il va falloir passer par des partenariats? Voilà, il faut réfléchir à ça, mais il faut absolument développer sa présence numérique et avoir les bonnes idées pour le faire. Et puis, quatrième clé, Anne en a déjà parlé, mais c'est essentiel, on le voit bien, être prêt à adapter son offre. Il faut être capable de réagir vite au changement, capable de s'adapter, voire éventuellement se réinventer complètement. On a vu avec Anne dans notre veille pendant le premier confinement des territoires qui ont, en l'espace de quelques jours, voire 1 ou 2 semaines, revu entièrement leur communication sur leurs outils, sur tous leurs outils de communication numérique. C'est un vrai challenge, c'est un vrai défi. Et ceux qui ont réussi à faire ça, c'est parce qu'ils étaient prêts, c'est parce qu'ils avaient, comme l'a très bien expliqué Anne, effectivement déjà mis en place les choses et les moyens d'y arriver. Alors, vous allez me dire, bon, Gary, Anne, super le discours, les clés pour s'en sortir, c'est génial, mais comment concrètement on avance? Eh ben, on va déjà repenser son écosystème numérique. Est-ce qu'on doit aujourd'hui réfléchir à un nouveau dispositif numérique qui répondrait à un besoin actuel ou un besoin pour demain? Est-ce qu'il faut faire évoluer ces outils actuels pour être plus réactifs, pour apporter des réponses, pour rassurer sur certains points, pour apporter des réponses sur d'autres? Par exemple, concrètement, si on prend l'exemple du site Internet, est-ce que votre site Internet est flexible aujourd'hui? Est-ce qu'il est assez flexible pour vous permettre de réagir rapidement, de changer une photo à la une, de changer les titres, de réorganiser votre contenu, de venir peut-être rajouter des contenus? Donc, est-ce que vous êtes en capacité de faire ces choses-là? Donc ça, c'est important vraiment de repenser son écosystème numérique pour le contexte actuel et pour la suite. Il faut certainement revoir les circuits de décision. Alors ça, ce n'est pas adapté à tout le monde, mais dans certaines structures où des fois on peut avoir effectivement des procédures et des temps assez longs, il y a certainement quelque chose à creuser de ce côté-là. Pour être plus souple, pour réagir plus vite, il faut être capable de prendre des décisions plus rapidement. Ça paraît évident. Et donc peut-être qu'au lieu d'être sur des temps plus longs, d'imaginer des projets sur des temps plus longs, on va peut-être faire brique par brique. On va peut-être avancer dans sa stratégie petit à petit de façon itérative et plus rapide. Ensuite, on va monter en compétence sur le numérique. Et ça, c'est extrêmement important. On va, si besoin, se faire accompagner ou se former pour monter en compétence. Ce qui est important, c'est de passer son temps sur le message. Vous, en tant que professionnel, vous devez mettre en valeur vos offres, votre message, et ne pas vous soucier de la technique ou de la ligne éditoriale qui n'a pas été imaginée ou de la stratégie. Il faut que vous soyez vraiment sur quelque chose voilà, il faut que ce soit sur le temps, sur le message que vous voulez diffuser. Et puis, dernier point, redéfinir ses priorités. Le numérique, c'est plus qu'un canal de communication et de diffusion parmi d'autres, c'est vraiment quelque chose qui doit être au cœur de votre stratégie. Alors, pour vous aider à faire le passage entre cette sortie de crise et passer au monde de demain, au tourisme de demain, on a répertorié les tendances du tourisme de demain, selon nous, qui sont certaines pour certaines tendances que vous connaissez déjà, des tendances qui étaient déjà en place depuis quelques années, ou certaines tendances qui avaient des signaux plus faibles, mais qui vont avoir vraiment une forte emprise sur la suite des événements. La première tendance, c'est le tourisme local. Repenser les clientèles, ça c'est quelque chose qui a été assez naturellement fait, le travail a été fait assez naturellement par tous les professionnels du tourisme. Évidemment, on n'a plus la possibilité d'avoir une clientèle à l'étranger, il faut trouver des solutions. Et cette solution, c'est le tourisme local, qui est un tourisme quand même de fond, qui existe déjà depuis plusieurs années, enfin qui est mis en avant depuis plusieurs années par beaucoup de territoires, et c'est important, effectivement, même quand on est un territoire où on a une population, enfin un tourisme étranger important, eh bien, le tourisme local, ça offre des perspectives
tout au long de l'année. Ça offre des perspectives dans des moments comme aujourd'hui compliqués. Donc, c'est très intéressant de travailler cette cible-là et de la privilégier et de vraiment en faire des ambassadeurs aussi de la destination. Donc, l'exemple de MyProvence qui a mis en avance plus que jamais Soyez local avec effectivement une section Soyez local. Deuxième tendance, staycation. Je suis désolé, j'accélère un petit peu parce que je vois le timing. La tendance du staycation qui est les vacances à la maison. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme-là. Il y a des entreprises qui se sont emparées de ce sujet-là, comme le site Staycation, qui vous propose autour de chez vous de vivre des vraies expériences, des micro-aventures, des expériences un petit peu plus, des choses que vous n'auriez pas l'habitude de faire. Et donc, dans un contexte comme aujourd'hui et peut-être à demain, ce sont des sujets intéressants sur lesquels travailler. Troisième tendance, BYOD, Bring Your Own Device. Donc, c'est vraiment l'idée de la médiation sans contact. Là, ça va être très parlant avec cette image-là. Si effectivement, auparavant, on travaillait sur des audioguides, si on avait des dispositifs d'objets connectés, ainsi de suite, peut-être que dans certains cas, il va falloir se poser la question de les travailler de manière plus applicative et de travailler effectivement avec des outils que les personnes auront déjà sur eux, sur lesquels à la fois ils n'ont pas besoin d'avoir besoin de matériel que quelqu'un d'autre aurait déjà porté et puis qui permet aussi de faire en toute autonomie un parcours, quelque chose qu'on n'a pas besoin de faire en groupe par exemple. Donc ça c'est intéressant, il y a vraiment beaucoup de choses à creuser de ce côté-là. Autre tendance, le tourisme inclusif, l'idée du tourisme pour tous, qui est une tendance qui est déjà là évidemment aussi pour quelques années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment offrir des solutions aux personnes qui ne sont pas en capacité d'être sur place ou de profiter à 100% de l'expérience sur place. Donc ça veut dire, par exemple, en ce moment, on n'est pas capable de voyager, donc on n'est pas capable d'aller à un endroit. Donc peut-être qu'on peut trouver des solutions. Et puis, c'est au quotidien pour les personnes qui sont handicapées, handicap moteur, déficients visuels, sourds, malentendants, handicap intellectuel, l'autisme. Voilà, on peut penser à tout type de public qu'on appelle les publics empêchés. Et donc, effectivement, aller chercher des solutions pour eux. Je prends l'exemple du robot qu'on a vu tout à l'heure, que là, c'est dans un autre cadre. C'est une autre société qui fait ça et c'est dans un autre cadre. Mais on peut imaginer utiliser aussi un robot qu'on va piloter à distance pour visiter un musée parce qu'on n'est pas en capacité d'y aller. Ou alors, quand on est peut-être handicapé moteur, on n'a pas accès au premier étage parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour vous emmener au premier étage. Peut-être que vous pouvez piloter ce robot dans la salle du haut pour vous permettre de continuer la visite, et ainsi de suite. Voilà des initiatives qui peuvent être intéressantes. Il faut que je passe. Hop. Je vais passer la vidéo parce que je pense que vous avez compris. Dernière tendance, le tourisme, ou avant-dernière tendance, le tourisme responsable, un tourisme plus éthique. Là, c'est cette notion, effectivement, de se rapprocher peut-être plus de vos valeurs. C'est donc l'initiative, effectivement, là, plutôt du tourisme durable, de changer nos habitudes de tourisme. Il y a des plateformes comme la plateforme Bas au Vert qui va répertorier, effectivement, ces initiatives-là. Donc, peut-être que c'est intéressant, si vous partagez ces mêmes valeurs, de travailler sur ces sujets-là. Il y a d'autres plateformes, il y a d'autres outils qui peuvent vous permettre rapidement de mettre en place des connexions et des choses intéressantes. Je vais prendre l'exemple d'un hébergement type chambre d'hôte responsable. Vous êtes noyé sur Booking, c'est très dur d'être différenciant par rapport aux autres. Mais en vous rapprochant de ce type d'initiative, eh bien là, vous profitez d'une vraie visibilité et les gens viennent chez vous en sachant pertinemment ce qu'ils vont y trouver. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Dernière tendance, le slow tourisme. Qui est ce tourisme où on prend le temps, effectivement. Donc, peut-être on va utiliser des mobilités douces, peut-être à pied, à vélo, à cheval, des hébergements qui vont moins consommer, qui vont être aussi sur cette tendance-là. On va avoir des activités avec des produits locaux. Voilà, donc c'est cette idée de consommer différemment, de prendre le temps, d'être sur des temps plus longs et de ne pas vivre comme un week-end en city break à Berlin. En l'espace d'un week-end, on a eu le temps de faire tout ce que d'habitude on fait en une semaine, quoi. Donc voilà, c'est l'idée à l'inverse des city breaks, de plutôt prendre le temps. Donc c'est une vraie tendance aussi de fond. Donc voilà, je vais laisser la main à Anne pour compléter et finir cette présentation. Oui, donc là, dans cette dernière partie, on va avoir quelques clés pour une communication touristique inspirante. Après, on pourra passer aux questions-réponses.
Alors, dans cet atelier, on a parlé de l'importance de savoir qui on est pour imaginer une stratégie adaptée. On a vu comment on peut exploiter le web et le numérique pour rester présent, communiquer, garder le lien en cette période. On a aussi listé quelques tendances qui vont continuer à impacter la façon dont on conçoit et on concevra le tourisme de demain. Là, ce que je vous propose, c'est vraiment quelques clés pour savoir concrètement comment parler de votre offre, comment la valoriser, comment accrocher vos cibles et surtout vraiment comment vous distinguer et vous rendre séduisant. Et c'est ça aussi qui va faire la différence avec d'autres structures qui pourraient avoir une offre similaire. Donc la première clé, c'est générer des émotions. Dans toutes vos communications, il faut vraiment avoir pour objectif de chercher à générer des émotions. Comment on fait ça? On le fait en valorisant l'humain, la relation humaine, ce qui va permettre aux visiteurs de se projeter et de vivre des émotions en voyant quelqu'un d'autre vivre ces mêmes émotions. Ça se fait aussi en racontant des belles histoires. Je ne sais pas si on prend l'exemple d'un lieu, ce lieu, il a une histoire. Et le fait de raconter son histoire, ça crée une identité, ça permet de générer des émotions. Ça se fait aussi, vous allez voir, c'est le fil rouge de notre présentation, ça se fait aussi en partageant des valeurs qui sont fortes. Quelqu'un qui va découvrir votre activité et découvrir vos valeurs et qui partage ces mêmes valeurs, ça va évidemment instantanément créer de l'empathie et avoir envie de venir. Donc là, on avait une petite vidéo d'exemple, mais je pense qu'on peut la passer. C'était une campagne de l'Irlande pour illustrer avec de l'humain, de l'émotion, des gens qui rigolent et tout. Donc, vous avez compris. La deuxième clé, c'est faire vivre des expériences. Expérience, c'est un mot qu'on a utilisé beaucoup là, dans l'atelier. C'est une expression qui est un petit peu à la mode. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment vous pouvez vous en servir pour valoriser votre offre? Clairement, les voyageurs, ils ne viennent pas dans une destination pour sa liste de prestataires. On ne vient pas à La Rochelle parce qu'il y a beaucoup de loueurs de bateaux. On vient à La Rochelle pour vivre une expérience mémorable sur l'eau, en voyant un coucher du soleil, en prenant l'apéro, etc. Donc, c'est ça qu'il faut valoriser. Il faut valoriser pas le fait qu'il y a 30 loueurs, mais le fait qu'en venant à La Rochelle, on peut prendre un apéro au coucher du soleil dans un cadre mémorable et intime. Et c'est ça qui va inspirer. Là, vous avez une illustration d'une communication autour de l'expérience. C'est un office du tourisme qui donc a fait le choix de valoriser des expériences. On voit bien que c'est beaucoup plus marquant, par exemple, d'avoir escapade dans le Villeneuve de Gaillac en 2 chevaux, partager un apéro-concert chez un vigneron, rencontre privilège avec le passe vigneron. Voilà, là, on voit qu'on va vivre des expériences mémorables et c'est beaucoup plus marquant que d'avoir une simple liste de prestataires. Chaque prestataire a des expériences qui sont uniques et mémorables et c'est ça qu'il faut valoriser. On voit par exemple que si là, ils avaient fait le choix de mettre une liste de prestataires avec les noms des prestataires, en mettant loueur de bateau un tel, machin un tel, vigneron un tel, loueur de voiture un tel, on n'est pas du tout dans la même inspiration. Et en faisant ces choix d'éditorialisation, on permet vraiment aux visiteurs de se projeter et on éveille ses sens. Ça se fait aussi sur le choix des visuels où on a déjà un petit peu, on s'y projette, on s'y voit déjà. Ça me fait une transition naturelle avec cette autre clé qui est favoriser l'éveil des sens. C'est vraiment clairement une façon d'inspirer le voyageur, de lui donner envie de franchir le pas. Quand on présente son offre, il ne faut pas uniquement la décrire en mettant tous les bénéfices, etc. Enfin, il faut avoir une approche où on la fait vivre. Il faut qu'on raconte l'expérience qu'on va vivre. Il faut que le visiteur s'y croit déjà. Il faut que dans la description, il voit les choses, il sente les choses, il entende des choses. Enfin, voilà, on rejoint un peu tous les points. On raconte une histoire, on fait rêver, on fait se projeter, on ouvre l'imaginaire. Et ça, c'est dans le cadre de la phase d'inspiration. Et une fois sur place, faire appel au sens, ça va aussi permettre de démultiplier l'expérience. On a pris l'exemple de la forêt augmentée. C'est une balade sonore qu'on appelle audio augmentée, sur laquelle on a travaillé avec Diplopixel et qu'on a développé pour une expérience de visite dans une forêt en région parisienne, qui est la forêt de Montmorency. C'est une application. Une fois qu'on lance l'application, on met le casque sur les oreilles, on glisse le téléphone dans sa poche et c'est fini. On n'utilise plus l'application, on se laisse juste guider par le son et comme c'est géolocalisé, voilà, on est assez libre dans ses mouvements, on est guidé à certains moments clés pour savoir un peu où aller et on se laisse vraiment guider par le son, les scènes de vie qui sont rejouées par des acteurs, les récits qu'on va nous raconter.
Les sons, ils se déclenchent en fonction de la position du promeneur, ce qui veut dire que si vous vous promenez à plusieurs, les sons sont vraiment localisés de façon très précise. Vous n'allez pas forcément vivre la même expérience, vous n'allez pas entendre les mêmes anecdotes, et ça permet aussi d'alimenter des échanges à la fin de la balade pour échanger sur la balade qu'on a eue. Nous, on croit beaucoup à l'audio. On pense que c'est un média qui est très, très, très fort pour faire vivre des émotions. C'est un média qui est immersif et qui laisse beaucoup de place à l'imaginaire. Pendant que j'écoute quelque chose, je peux me faire mes propres images. Et c'est comme ça qu'on va créer des choses qui sont mémorables. On est d'ailleurs pas les seuls à croire beaucoup à l'audio. En ce moment, on est très, très sollicité pour des parcours sonores, et de manière générale, on sent une vraie tendance sur de la demande pour de l'audio, sur des podcasts aussi dans le secteur touristique. Autre clé, susciter la curiosité. Comment est-ce que je donne envie de découvrir un lieu, une activité? C'est vraiment en intriguant. On a pris l'exemple de cette campagne qu'on avait fait pour Mercure Hotel et qui était parue dans la presse quotidienne régionale, où on avait, ça c'est les titres des articles, on avait mis en récit des anecdotes, des curiosités, des histoires locales un peu insolites et intrigantes. Et l'idée, c'était vraiment, par ce positionnement-là, de valoriser l'ancrage local des hôtels Mercure et montrer qu'ils souhaitaient promouvoir un tourisme qui sortait un peu des sentiers battus et des grands itinéraires touristiques habituels. Enfin, on l'a dit à plusieurs reprises et on insiste et on enfonce le clou, vraiment c'est raconter des histoires, quoi, faire voyager, que ce soit par les mots, par les images, par la vidéo, par l'audio, c'est toujours de raconter des histoires. Que ce soit le patrimoine, les villes, les territoires ou les sites touristiques, ils ont tous une histoire, et la meilleure façon de la raconter, c'est en racontant des histoires qui sont vivantes, qui sont habitées, qui font la part belle à l'humain, aux anecdotes, aux scènes de vie. Et c'est vraiment cette capacité à raconter ces histoires qui va permettre d'établir un lien avec le public, qui va permettre de le séduire, l'inspirer, le fidéliser, le pousser à l'action, et puis au final de faire en sorte qu'il vive une expérience qui est unique, mémorable, et dont il aura envie de parler pour convaincre d'autres personnes. Je vais prendre là l'exemple d'un projet sur lequel on est en train de travailler actuellement. Il s'agit d'un parcours de visite papier et numérique pour la ville thermale d'Enghien-les-Bains. On a imaginé avec les équipes de l'Office du tourisme une appli qui permet de découvrir les principaux points d'intérêt de la ville, comme le casino ou les thermes, par exemple. Donc jusque-là, vous allez me dire qu'on est dans un dispositif qui est très, très classique. Là où on a essayé d'amener le dispositif numérique un peu plus loin, c'est justement dans cette approche éditoriale. Je pense qu'on a tous en tête ces descriptifs très linéaires et historiques qu'on peut avoir de lieux touristiques. On a essayé de favoriser une approche qui est plus actuelle en termes d'ergonomie. Tout d'abord, chaque fiche de présentation d'un lieu, elle n'est pas présentée sous forme de texte au kilomètre, mais on a repris des codes qui sont un peu inspirés de loin des codes des réseaux sociaux, et notamment des stories. Donc on a du texte, mais on met aussi l'accent de façon très forte sur les visuels, en mettant en avant des documents d'archives comme des cartes postales, des photos, des vidéos qui s'affichent en plein écran sur l'écran. On valorise aussi les textes de façon différente, avec une scénarisation qui met en avant les anecdotes qui sont liées à un lieu, les histoires qu'ont pu y vivre ses protagonistes, des faits insolites. En termes d'ergonomie, on est sur un dispositif dans une application, mais où les textes et les images défilent toutes seules, un peu comme ce serait le cas dans une vidéo, et le promeneur peut décider de reprendre le contrôle en appuyant sur l'écran comme il le ferait dans des stories. Donc on est dans un dispositif qui est assez ludique, qui en termes de contenu est différent de ce qu'on peut imaginer, qu'on n'est pas sur du texte kilomètre, mais vraiment du contenu qu'on appelle plus snacking, où c'est vraiment des petites anecdotes, des choses qui se lisent facilement, sans que ce soit au détriment du fond, puisqu'on apprend plein de choses sur l'histoire de la ville et son patrimoine. On arrive au bout de cette présentation. En conclusion, on avait envie de vous partager une citation qui, à notre sens, illustre bien la démarche qui nous semble nécessaire dans tout projet numérique, qu'il s'agisse de créer un dispositif numérique innovant ou tout simplement d'alimenter son site web ou ses réseaux sociaux. Cette citation, c'est une citation de l'artiste américain Adam Savage. Les humains ont deux caractéristiques qui les différencient des autres animaux. Ils utilisent des outils et racontent des histoires.
Et alors, lorsqu'ils fabriquent quelque chose, ils font les deux à la fois. Donc oui, l'idée de cette citation, c'était de montrer que quand on imagine des projets numériques, l'outil, évidemment, il est important, mais ce qui est encore plus important, c'est l'histoire qu'on veut raconter grâce à cet outil, et c'est vraiment cet aspect éditorial qui fera toute la différence. Voilà, on a beaucoup parlé, très vite. On remercie encore le SPN et le cohort de Rochefort Océan pour l'invitation. On est à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur ce qu'on vient de dire ou sur le tourisme et le numérique de manière générale. Merci beaucoup à vous deux. Super présentation. Alors, je vous invite à ouvrir vos micros désormais si vous avez des questions. Oui, moi j'ai une question. Donc moi je travaille dans une petite agence de voyage, on est 3. D'accord. Et en fait, c'est vrai que nous, jusque maintenant, on commercialisait beaucoup par le bouche. Enfin, nous, on vend beaucoup avec le bouche à oreille, nos brochures. Et là, depuis le confinement, il est vrai que on s'est replongé sur notre site internet. On communique chaque semaine avec nos clients, on fait des publications. Moi, la question, c'est de savoir, sur une petite structure comme la nôtre, combien de temps on doit consacrer au numérique pour évoluer, pour avancer. Par semaine, est-ce qu'il faut que nous, il y ait une personne dédiée qui ne fasse que ça chaque jour, une fois par semaine, une fois par mois? Comment on peut s'organiser, nous, par rapport à ça, pour pouvoir avancer plus? Parce qu'on n'est pas assez... on ne s'en sert pas assez, je pense. Mais on est une toute petite structure. Oui, je comprends bien. C'est extrêmement difficile de vous répondre comme ça parce qu'en fait, pour pouvoir vous répondre, il faudrait un peu mieux connaître effectivement votre structure, Oui. vous commercialisez effectivement tout ça. Ce qui est certain, c'est que effectivement, le numérique, ça peut être extrêmement chronophage. Comme vous le disiez, on pourrait très bien avoir une personne à temps plein sans aucun problème qui pourrait travailler sur ces sujets-là. Après, ce qu'il faudrait réussir à juger, c'est effectivement par rapport à vos objectifs, à ce que vous essayez de mettre en place en ce moment, effectivement, quelles actions et du coup, combien de temps on essaie d'y passer et avec les moyens que vous possédez également. Donc, c'est vrai que enfin, je sais pas ce que tu en penses. C'est vrai que c'est un point. C'est vrai qu'on ne pouvait pas tout dire en une heure. C'est dur d'aborder tous les sujets. Oui. Et sur toutes ces questions numériques, effectivement, c'est tout à fait compréhensible que dans une petite structure, se dire on va recruter une personne à 100% sur le numérique, c'est difficile à envisager. Et je pense qu'il faut avoir avant tout une approche de retour sur investissement. C'est de se dire quelles actions prioritaires je peux engager qui vont générer le plus de revenus. Et c'est en ayant cette démarche stratégique que là, vous allez pouvoir vous mettre des objectifs, vous dire, OK, tel canal, il faudrait qu'il génère tant pour que ça compense le fait qu'on passe tant de temps sur le numérique. Donc, c'est une stratégie à avoir. Peut-être que dans un premier temps, ce qui peut être intéressant, c'est de se faire accompagner par une structure qui est spécialisée sur des temps assez courts pour que ça, évidemment, ça ne représente pas des budgets, mais pour lancer cette démarche, en tout cas, et puis vous rendre compte des bénéfices que vous pouvez en tirer aussi, voir quelle organisation vous pouvez trouver. Est-ce que, effectivement, vous internalisez à 100%? Est-ce que vous faites appel à un spécialiste qui va travailler pour vous quelques heures par semaine, mais qui va impulser quelque chose? Donc, la première étape, c'est vraiment de réfléchir pour vous quels canaux et quelles stratégies vont vous apporter le plus grand retour sur investissement pour qu'au final, ce temps que vous investissez sur le numérique, il est pas perdu, il est compensé par du chiffre qui arrive en face. Et oui, tout à fait. Et en fait, votre présentation, alors d'abord, merci parce que moi, j'avoue, je me suis inscrite à la formation, mais alors le vocabulaire, les mots, je manquais de plein de points techniques. Et en fait, c'est tout à fait accessible, ce que vous venez de présenter. Et donc, merci parce que si bien que du coup, ça me donne vraiment envie de mettre en place des choses. Alors, en effet, pas sur des gros budgets comme vous avez présenté au début, mais moi, je me dis que vu ce qui se passe, on est obligé de réfléchir à des solutions nouvelles. Et ce que vous venez de présenter, ça donne envie, même à notre niveau. Et moi, je suis convaincue que même à notre petit niveau, on peut certainement, en effet, faire des choses. Alors,
en respectant nos budgets, mais ce que vous venez de présenter, ben, merci, ça donne envie. Et pourtant, j'étais pas… voilà, je vais avoir 50 ans, je vends du voyage depuis 26 ans, alors avec nos anciennes techniques, mais moi, je me dis, il faut s'adapter encore plus pour nous. Et voilà, c'était pour ça que je vous ai posé la question par rapport à notre structure, même si je suis consciente que voilà, c'est le budget qui va tout gérer, mais pas que. Je pense qu'on peut avoir des idées nouvelles et s'adapter à notre niveau. Et merci parce que vous avez ouvert un peu… ça m'a fait du bien. Voilà. Merci pour votre retour. C'est vraiment ce qu'on voulait essayer aussi de vous apporter ce matin. C'était vous montrer aussi que oui, voilà, on peut faire, quand on a un budget limité, on peut faire des choses incroyables, mais on n'a pas besoin de ça. Et ce qui est important, c'est effectivement d'avoir l'envie, d'avoir des idées et éventuellement quelques compétences effectivement sur le numérique. Quand on les a pas, éventuellement se faire un petit peu accompagner. Mais c'est toujours… Il faut toujours mettre ça à l'échelle de la structure, évidemment. Pour une petite structure, il faut avoir un peu plus d'idées des fois, mais on peut mettre en place des choses très intéressantes. Donc effectivement, mais ça me fait plaisir d'avoir votre retour. Si on a pu apporter déjà cette réflexion-là de votre côté, c'est vraiment l'objectif aussi. Ah oui, parce que j'étais pas du tout… quand on m'a parlé du numérique, par rapport au tourisme, moi, je me disais, oh là là, ça va être… Enfin, honnêtement, hein, je me suis dit, ça va peut-être être rasoir pour moi parce que je pratique pas, entre guillemets. Et finalement, non. Voilà. Donc, merci. Merci beaucoup. Hein, c'était chouette comme présentation. Merci bien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On essaye d'éviter l'emploi du jargon, mais c'est vrai que… Ah ouais, c'était trop bien. J'ai tout compris. Ça fait plaisir de voir qu'on a réussi à gommer le jargon. Merci. Et sur toutes les… On n'en a pas parlé dans la présentation, mais je pense que c'est intéressant. Sur toutes les questions de comment je me forme au numérique, comment est-ce que je reste au courant de ce qui se passe dans le tourisme. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais les offices du tourisme au niveau local, départemental, régional, ils ont une offre de formation qui est très forte et d'accompagnement pour les pros. Donc, il faut pas hésiter à rester en veille, à s'abonner à une newsletter spéciale pour les pros au niveau de la région, du département, etc. Parce qu'ils organisent plein de formations qui sont gratuites, qui sont hyper bien et qui permettent de rester au courant de tous ces sujets-là. Et même si on est une petite structure, même si on n'est pas du tout baigné dans le sujet du numérique, c'est justement des formations qui sont pensées pour ça aussi. Ok, parfait. Merci pour l'info. Ouais, on va partir là-dessus aussi. Merci, hein. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait prendre la parole? Nous avons, alors, plutôt que des questions, Dominique qui nous dit dans le chat par rapport aux premières vidéos de la présentation, la restitution virtuelle semble plus intéressante que contrôler une pauvre personne. Donc, effectivement, on l'a dit, chacun se fait son jugement. Après, l'initiative, bon, à débattre. Oui, mais ce qui est intéressant dans cette idée de contrôler quelqu'un, ce n'est pas le dispositif en lui-même, c'est l'idée et c'est la communication qu'il y a autour. Oui, là, c'est vraiment un dispositif de communication. Vous n'imaginez pas l'impact en termes de communication de cette idée-là, c'est incroyable. La visibilité que ça donne aux îles Féroé, qui sont quand même un chapelet d'îles au milieu de rien, ça leur donne une visibilité internationale parce qu'ils ont ces bonnes idées de communication aussi. Alors, évidemment, on n'a pas du tout envie, personnellement, de contrôler des personnes avec un joystick à l'autre. Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'à la limite, même s'ils n'avaient pas été au bout de l'idée, s'ils avaient juste fait cette vidéo-là de cette manière-là, on aurait parlé d'eux. Donc ça, c'est intéressant. Je voulais vous le montrer pour ça aussi. C'est qu'on rejoint ce qu'on se disait. C'est que voilà, si on n'a pas forcément les budgets, si on a une petite structure et de ça, on peut aussi avoir des bonnes idées et simplement en se posant les bonnes questions, comme on l'a vu un peu au cours de cette présentation, on espère que ça vous donnera quelques clés pour avancer. Vous pouvez déjà trouver des solutions en fait. Et après, bon voilà, il faut, comme disait Anne, il y a des structures aussi, là, effectivement, les agglos, les OT, il y a eu beaucoup d'initiatives ces derniers mois pour aider notamment les petites structures du tourisme à être formés, à être accompagnés, à être mis en relation effectivement avec des gens qui peuvent aider. Donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher effectivement de ces structures. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant de voir qu'avec une bonne idée, on peut avoir un impact très fort en fait.
Alors, c'est confirmé pour les structures. On a Gaël qui nous dit qu'en local, l'Office Horis Marais Poitevin propose des formations pour les professionnels du tourisme. Et Lolita Bolo pour le cowork de Rochefort qui dit également pour l'Office de tourisme de Rochefort-Océan. Donc, effectivement, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces structures. Et ensuite, je n'ai pas de questions, mais alors des chaleureux remerciements. Donc, Marie-Laure qui dit qu'elle vous remercie également. Et Stéphanie, je partage tout à fait l'enthousiasme de Madame sur la qualité et l'intérêt de présentation. Merci beaucoup. Effectivement, pas de questions, c'est que tout était super clair. Ça fait plaisir en tout cas déjà de voir que si ça a pu vous servir, si on a réussi à être clair, parce que c'est jamais facile, effectivement, en plus là dans le contexte. Mais vous voyez que finalement, même avec des outils numériques, on arrive à faire des choses chouettes, même si c'est vrai, ça aurait été plus sympa de se voir et de discuter en direct, mais ça permet quand même de faire des choses. Donc c'est bien. Merci à vous tous en tout cas d'avoir participé. Lolita, est-ce que tu veux rajouter un petit mot? Non, oui, je rejoins l'analyse de Benjamin, mais je suppose qu'elle s'appelle Benjamin. Ah non, c'est Emmanuel, mais j'ai été obligée de prendre la tablette, j'avais pas de son, j'avais pas d'image, mais j'ai réussi à suivre, c'est cool. C'est Emmanuel, ouais, mon prénom. Voilà. Merci beaucoup parce qu'effectivement, c'est très accessible en fait. Ah oui. Comme disait ma petite stagiaire, elle me disait, en fait, voilà, c'est captivant, en fait, on comprend ce qu'ils disent. Effectivement, face à un titre qui fait un petit peu peur, et du coup, en fait, on est agréablement surpris d'avoir accès aux informations et en plus d'avoir quelque chose qui est complètement actuel, quoi. Enfin, merci beaucoup pour l'animation et pour la thématique. Et puis, comme je disais aussi, l'Office du tourisme de Rochefort-Océan propose donc, pour tous ses adhérents, tous ces acteurs du territoire, des ateliers gratuits, alors spécialement sur du numérique, mais ça va être le référencement de site internet, ça va être animer efficacement ses réseaux sociaux, ça va être, alors qu'est-ce qu'ils ont fait aussi, créer son site internet, voilà, des choses un peu comme ça, en fait, des choses que propose aussi le coworking, mais que propose aussi l'Office du tourisme sur des trucs plus concrets et accessibles pour les... Alors là, c'est pour les gens du territoire Rochefort-Océan, mais bon, comme disait je ne sais plus qui, ça doit exister aussi dans tous les offices du tourisme. Oui, il y a eu des initiatives un peu partout sur le territoire, donc effectivement, il ne faut pas hésiter de se rapprocher de ces structures-là en fonction de là où vous vous situez. Et puis, sur le territoire, on a quand même beaucoup d'acteurs qui accompagnent les gens. Là, je parlais du SPN, surtout n'hésitez pas. Nous, on est là pour vous accompagner, pour vous relayer les bonnes informations et vous mettre en relation avec les professionnels qui vont pouvoir répondre à vos besoins. Donc, et c'est pareil, je sais que le coworking de Rochefort également vous accompagne et vous aiguille. Donc restez pas isolés et venez nous poser des questions. Voilà. Tout à fait, merci. Et pour compléter sur la veille et les formations, donc effectivement, il y a l'Office du tourisme de l'endroit où vous vous situez, mais au niveau régional, il y a un réseau qui s'appelle la MONA, qui est un réseau de tous les offices du tourisme locaux, et il publie beaucoup d'articles de veille sur les tendances. Donc, si vous voulez vous tenir au courant, et il publie beaucoup de choses qui sont publiques, et donc n'hésitez pas à consulter aussi. Eh bien, si nous n'avons plus de questions, merci à tous pour votre participation. Merci à vous, Anne et Gary. Vraiment, c'était très, très clair et super présentation. Le prochain atelier aura lieu le mercredi 2 décembre. Alors, a priori, toujours en ligne, même si on espère qu'on sera déconfiné à partir du 1er. Mais pour le moment, on maintient le format en ligne. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à vous rapprocher de Lolita du cowork de Rochefort ou de moi-même, Johanna, animatrice pour le SPN. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne après-midi, une bonne journée. Et puis, on aurait dû partager un repas tous ensemble. On se le note pour dès qu'on peut sortir et profiter. Et le rendez-vous est pris en tout cas pour le cowork de Rochefort. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bonne journée.